Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 16 mars 2024 et comme à l'accoutumée, nous avons notre rendez-vous habituel. Samedi dernier, nous avons abordé un thème extrêmement important qui, de façon synthétique, se présentait sous la forme « trop c'est trop ». Entendu, il y a trop de scandales au niveau du Congo. Nous avons choisi toujours de suivre l'actualité et depuis la semaine dernière, nous avons relevé un certain nombre de faits importants, parmi lesquels nous tenons à signaler la mort de plusieurs jeunes au commissariat central de police de l'Angola libre à Bakongo. Nous tenons également à relever ce qui s'est passé au niveau du Sénégal, qui a donné l'illustration de ce que les institutions fortes sont importantes dans une démocratie. Et nous sommes en train de suivre l'évolution de ce qui se passe. Des partisans fous de joie venus accueillir leur héros. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, libéré jeudi soir de cette prison de Dakar avec son bras droit, Bassirou Diomaye Faye. Un 4x4 noir fend la foule, escorté par une foule survoltée. Tout à fait, l'un des plus beaux moments de ma vie. C'est juste magique, on ne pouvait pas rater ça. Nous étions en train de travailler, mais on était obligés d'arrêter tout ce qu'on avait à faire pour venir vivre ce moment. L'épilogue d'une longue séquence marquée par un bras de fer entre le président sur le départ Macky Sall et Ousmane Sonko, l'opposant le plus populaire du Sénégal. Emprisonné l'été dernier pour appel à l'insurrection, le leader du parti dissous du PASTEF a toujours refusé de s'avouer vaincu. C'est historique, je n'ai jamais vu un convoi aussi monstre. C'est un convoi monstre, impossible de le suivre. La file, elle est trop longue. Rendu possible par une loi d'amnistie votée il y a 10 jours, leur libération intervient 9 jours avant la présidentielle le 24 mars prochain. Déclaré inéligible, Ousmane Sonko a désigné à sa place Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier s'est montré à la foule. On ne sentait aucune faveur autour de la campagne parce que Sonko était en prison. Mais à partir d'aujourd'hui, tout le monde va savoir que la campagne électorale a débuté. Majoritairement acquis à Sonko et son équipe, les jeunes devraient se mobiliser massivement dans cette course où 19 candidats sont en lice. Nous tenons également à relever que nous avons suivi les conclusions du dernier sommet de la CEAC qui s'est tenu à Malabo et qui a pris une décision importante en réintégrant le Gabon qui, semble-t-il, a souffert du coup d'État qui y était perpétré en août 2023. Aujourd'hui, je crois que le Gabon va réintégrer les institutions de la CEAC. Communiqué du gouvernement de la République gabonaise. Ce samedi 9 mars 2024, la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, réunie à Malabo en Guinée équatoriale, a décidé de la levée des sanctions et de la réintégration de la République gabonaise au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. En décembre 2023, l'instance régionale avait réaffirmé les sanctions prises contre le pays à la suite du changement anticonstitutionnel de gouvernement le 30 août 2023. Et enfin, nous avons cette réunion qui a été convoquée par le ministre congolais de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, au cours de laquelle il a fait une annonce selon laquelle on va commencer certainement à lancer l'opération de réalisation ou de l'établissement des cartes biométriques. On va également parler de l'aspect de la refonte de la loi électorale. Et enfin, il a annoncé la tenue prochaine d'une concertation politique à Brazzaville. Donc, au fort de ce que le ministre de l'Intérieur a annoncé, nous avons choisi aujourd'hui d'essayer de méditer sur une question que nous trouvons importante pour le Congo, à savoir concertation politique ou dialogue national inclusif. Alors, pour aborder ce problème, nous allons commencer par un premier point. Nous allons aborder ce qui s'est passé au cours de cette réunion
où il semble que plusieurs responsables des partis politiques n'ont pas été acceptés dans la salle, surtout que dans l'avis de réunion qui circulait sur les réseaux sociaux, on avait demandé, s'agissant de l'opposition, la présence des groupements politiques à raison de 5 personnes par groupement politique. Je crois que ça a été inversé, différemment interprété, mais il faut reconnaître et il faut le redire avec force. L'opposition au Congo est plurielle et elle est composée de plusieurs groupements politiques. Je crois que c'est ça qui a créé un peu ce problème. Indigné de l'attitude du ministre de l'Intérieur, une frange des partis politiques de l'opposition a, dans une déclaration, rappelé les fondements concourant à l'existence des formations politiques à ceux conformément à la Constitution du 25 octobre 2015. Les partis politiques ci-dessous énoncés dénoncent avec force l'attitude désinvolte du ministre de l'Intérieur à leur égard ce mardi 12 mars 2024, ce en violation répétée de la Constitution et de la loi, attitude devenue récurrente. Ils annoncent la création de l'intercoalition des partis politiques de l'opposition. Le président de la chaîne, qui considère les partis politiques comme les interlocuteurs privilégiés du gouvernement, devait être associé dans les questions liées, entre autres, à la gouvernance électorale. Les partis politiques précités rappellent au ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local que la classe politique nationale est composée uniquement par les partis politiques légalement constitués, que la question de la gouvernance électorale, notamment la biométrie, sur la base des conclusions et recommandations des différents dialogues et concertations, ne peut être traitée que par les partis politiques de manière inclusive. Cette frange des partis a annoncé la création de l'intercoalition de l'opposition. Mais au-delà de ça, nous profitons de cette situation pour essayer de relire la loi 28/2017 relative au statut de l'opposition politique. Et nous avons le texte, nous allons le lire pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous lisons l'alinéa 2 de l'article 1er de cette loi qui dit clairement ceci. L'opposition politique est constituée par l'ensemble des politiques et ou groupements de partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. L'opposition politique est parlementaire et extra-parlementaire. C'est très important à noter pour voir et comprendre un peu ce qui se passe. Ensuite, nous passons à l'article 5, qui lui est plus intéressant. L'article 5 dit ceci. Tout parti politique ou groupement de partis politiques appartenant à l'opposition peut accepter de faire partie du gouvernement. La présence d'un opposant au gouvernement l'astreint à la solidarité gouvernementale. Il faut traduire ça en français facile pour que les Congolais comprennent ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire que lorsque un parti ou un groupement de partis accepte de participer au gouvernement, en fait, il n'est plus à l'opposition. Et il est important de le comprendre pour clarifier ce qui se passe au niveau de la notion de chef de file de l'opposition tel que cela a été conçu par les gouvernants. Aujourd'hui, le constat qui est fait, et il est clair, l'UPADES est membre du gouvernement. L'UPADES ne peut pas être à l'opposition. Il faut que l'UPADES assume. Ça veut dire que le responsable de l'UPADES, qui est le camarade et le frère Pascal Tsatima Biala, ne peut plus se prévaloir d'être le chef de file de l'opposition. Les gouvernants doivent régler ce problème et trouver dans leur organisation qui de ceux qui ont droit devraient pouvoir y aller. Mais nous insistons sur ce fait parce que c'est de l'insalubrité politique. Et il faut que ce genre de questions soient réglées, surtout lorsqu'on veut parler des problèmes qui ont trait à la gouvernance, à la transparence et à la crédibilité des élections. Le deuxième point que nous allons aborder est relatif à l'établissement des cartes biométriques. Ce débat a eu lieu depuis. Et on attendait, l'une des conditions, c'était la réalisation du recensement général de la population.
population qui a été fait en 2023. Mais comme vous savez, ce recensement pose des problèmes. Mais sur la base des problèmes posés par ce recensement, nous tenons à faire un petit rappel historique. Ce rappel nous fait apparaître clairement qu'en 1996, le pouvoir du président Pascal Lissouba avait organisé un recensement général de la population et de l'habitat. Mais suite à la guerre et aux événements qui ont été connus dans le pays, en 1997, le nouveau gouvernement qui s'était installé n'avait pas homologué les résultats de ce recensement, avait en fait invalidé les résultats de ce recensement. Et selon l'opinion qui s'était dégagée à l'époque, on avait reproché que ce recensement avait gonflé les chiffres dans les zones qui, semble-t-il, étaient favorables au président Lissouba et minoré dans les autres zones, ce qui est extrêmement grave. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a dû organiser un recensement administratif en 2001 pour la tenue des élections générales. Par la suite, nous avons eu en 2007 des élections législatives chaotiques. Et en 2008, nous avons eu, en 2007, il y a eu la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat. En 2008, il y a eu la tenue et l'organisation des élections locales. J'évoque ces faits pourquoi? Mais parce que lorsqu'on a publié les résultats du recensement général de la population, on s'est rendu compte d'un certain nombre de faits préoccupants. Le premier fait préoccupant, on s'est rendu compte que lors du recensement administratif qui s'était déroulé en 2001, on avait gonflé les chiffres des populations dans les plateaux, dans la cuvette et dans la Sangha. Le deuxième point préoccupant que nous pouvons faire apparaître, c'est que lorsqu'on a tenu les locales et qu'on a eu les résultats du recensement général de la population de 2007, on s'est rendu compte que dans beaucoup de localités, le corps électoral était supérieur à la population. Ce qui veut dire qu'il y avait effectivement gonflement des données et ça ne pouvait pas se passer comme ceci. Et quand nous ramenons ce problème au recensement général de la population de 2023, c'est la situation que nous avons constatée avec une baisse forte au niveau des départements de la partie septentrionale du pays. Vous avez par exemple la cuvette, vous avez la Sangha, vous avez la Likwala, où la population a pratiquement doublé. Quand on prend la Likwala, on voit même que de 2007 à 2023, la population est passée de 154 000 à 355 000. Pratiquement plus de 200 000 d'augmentation. Et dans le même temps, dans le Krilou, la population, sur cette période, n'a augmenté que de 5 447, c'est-à-dire à peu près un taux de 5,9% en 16 ans pratiquement. Et dans la Lekoumou, l'augmentation de la population n'a été que de 4 166, une augmentation de 4,4%. Dans la Bouenza, le département qui était le plus peuplé en 2009, la population n'aura augmenté que d'un peu plus de 54 000, soit de près de 17,6%. Alors ces chiffres, ces taux de croissance sont en pleine contradiction avec ceux qui sont observés dans la partie septentrionale ou pratiquement dans la Sangha. Il y a eu une augmentation de 144,3%. Dans la Likwala, ça a été pratiquement de 130%. Donc, la population a plus que doublé. Et depuis que la ministre chargée de la statistique a publié ces résultats, nous avons fait des commentaires et nous avons réagi en demandant au gouvernement d'apporter des explications sur ces tendances qui sont extrêmement préoccupantes, qu'il faut apparaître clairement qu'on peut soupçonner les gouvernants d'une volonté de vouloir doubler, sinon gonfler les chiffres dans la partie septentrionale et de les maintenir dans une baisse préoccupante dans la partie des départements du Sud. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. C'est pour ça que nous pensons qu'avant de parler de biométrie, il faut que toutes ces questions soient réglées. Il faut qu'il y ait la transparence. Il faut qu'on arrête d'utiliser la tricherie, d'utiliser la manipulation des chiffres et autres pendant ces élections. Toutefois, il faut relever que si ce débat
sur la carte biométrique a pris tant d'ampleur, c'est parce que l'on veut résoudre le problème et de la maîtrise du corps électoral et de la fiabilité des listes électorales. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir de ce qu'il y a eu ce recensement. Ce que l'on peut demander à la ministre chargée de la statistique, c'est de prendre toutes les dispositions pour que les résultats par localité soient rapidement publiés. Et quand je dis par localité, ça veut dire qu'il faut qu'on ait les résultats par village au niveau des districts, qu'on ait les résultats au niveau des communes par quartier. Et aujourd'hui, ce fichier peut être soutiré du fichier général du recensement général de la population pour que l'on puisse régler le problème. Donc, cette affaire de l'établissement des cartes biométriques, dans un pays où nous connaissons des scandales au niveau de l'établissement des passeports, dans un pays où nous connaissons des scandales au niveau de l'établissement des cartes nationales d'identité, dans un pays où assez souvent on a dénoncé le fait que certains villages avaient vu lors des élections leur population être parfois multipliée par 10, il faut que ce problème soit réglé. Donc voilà le deuxième aspect que nous abordons. Le troisième aspect que nous abordons, le ministre de l'Intérieur a annoncé sa volonté de travailler pour la refonte de la loi électorale. On peut dire que c'est une bonne nouvelle parce que depuis longtemps, nous avons toujours réclamé ça. Depuis longtemps, il y a un certain nombre d'aspects que nous exigeons, pour lesquels nous avons beaucoup d'exigences, qui n'ont pas trouvé de solution. Il y avait déjà l'idée de la refonte de la loi électorale, effectivement. Il y a également l'idée de la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Il y a également le problème de la fiabilité des listes électorales et d'autres aspects. Nous osons espérer que cela sera pris en ligne de compte. Et nous tenons à donner l'information que déjà en 1996, lorsque le Premier ministre David Charles Ganao, Premier ministre de Pascal Lissouba, avait annoncé la volonté de son gouvernement d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes en 1997. Ceux qui se rappellent se souviennent de cette réaction vigoureuse du Parti congolais du travail, à l'époque parti de l'opposition, qui avait réagi en disant ceci: un démocrate sincère n'a pas peur d'une commission électorale véritablement indépendante. Malheureusement, le constat que nous avons fait, c'est que depuis le retour au pouvoir du Parti congolais du travail, mais il ne veut plus aller vers la mise en place d'une commission nationale et véritablement indépendante aux standards internationaux. Il se contente plutôt de faire organiser les élections par le gouvernement, point de vue qu'il ne partageait pas. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que nous voulons évoquer, c'est que dans le cadre de la préparation de l'élection de 1997, les partis de l'opposition, parmi lesquels à l'époque le Parti congolais du travail, avaient fait parvenir au président Pascal Lissouba un mémorandum sur l'élection présidentielle. Et dans ce mémorandum qui est disponible entre les mains de plusieurs compatriotes, on avait clairement défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission électorale véritablement indépendante. Donc, il suffit qu'on s'en réfère. Le dernier point que je vais aborder dans ce cadre, c'est que lors du dialogue alternative de Diatta, parce que ceux qui étaient à Diatta n'étaient pas partis au dialogue de Sibiti, pour des raisons que je ne veux pas rappeler ici. Mais à l'issue de ce dialogue, des documents avaient été remis par les participants au niveau de ce dialogue au ministre de l'Intérieur. Et dans ces documents, si mes souvenirs sont exacts, il y avait bien un texte, un projet de texte relatif à la refonte de la loi électorale qui avait été préparé et adopté par le dialogue de Diatta. Je pense que le moment est venu pour le ministère de l'Intérieur de sortir ce document et de le mettre à la disposition des uns des autres pour que ce soit une contribution au niveau du travail qui s'est fait. Maintenant, le point que je vais aborder maintenant, c'est la question que je me pose. Concertation politique ou dialogue national inclusif. On doit d'abord relever que s'agissant de la concertation politique,
il n'y a aucune base juridique, il ne se repose sur rien. C'est la volonté des gouvernants, soi-disant. Mais en fait, on suspecte et on soupçonne que cette démarche ne vise qu'une chose, le maintien et la conservation du pouvoir. C'est pour ça que nous sommes surpris qu'après tout ce qu'on a connu dans ce pays, pour aller au changement de constitution, pour faire, soi-disant, évoluer les institutions, nous sommes surpris que le Conseil national de dialogue, qui est constitutionnel, conformément aux articles 227 et 228 de la Constitution, non seulement il n'est pas formellement mis en place, mais il ne se réunit pas. C'est une violation de la Constitution. Et à mon avis, quand on reprend l'article 228 de la Constitution, il est dit clairement que le Conseil national de dialogue est un organe d'apaisement, de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Mais les problèmes d'intérêt national aujourd'hui sont nombreux. Vous avez la souffrance des Congolais. Vous avez l'enrichissement illicite. Vous avez la lutte, la lutte contre la corruption qui fait apparaître clairement qu'on protège ceux qui se sont enrichis de façon illicite et on plonge l'ensemble des Congolais dans la misère. Vous avez la gouvernance électorale. Vous avez d'autres questions politiques. Vous avez ce débat qui est connu au niveau mondial, pour lequel je suis souvent interpellé sur le retour à l'ordre constitutionnel, qui ne devrait être que la conséquence de l'évaluation de ce que l'on a fait sur le changement de constitution. Bref, c'est pour dire que je ne partage pas l'idée de ces concertations politiques et on sait comment ça se passe. D'autant que lorsqu'on se réfère à la loi sur les partis politiques, justement, on constate des faits qui sont extrêmement préoccupants. Comme par exemple le fait qu'on a déclaré des partis qui ne sont pas conformes à la loi comme étant conformes. Mais c'est comme des indices qui prouvent que nous sommes sur la voie de la tricherie. Et ce n'est pas normal. Et pour évoquer ça, je suis assez souvent revenu sur une déclaration qui m'est souvent reprochée. D'aucuns l'interprètent comme un manque de respect. Il ne s'agit pas de manque de respect, il s'agit de l'observation de la manière dont les lois et règlements de la République, et particulièrement la Constitution, sont respectés dans notre pays. Et nous revenons sur un article, c'est l'article 26 de la loi sur les partis, qui dit clairement que les partis politiques au Congo ont le devoir de se conformer à la Constitution. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Le Parti congolais du travail, pratiquement depuis 2002, n'est pas en conformité avec la loi. Et en décembre 2007, ils ont eu encore à reconduire le président Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution. Et on peut regarder comme ça d'autres aspects. Alors, ça apparaît comme si, et le ministère de l'Intérieur le sait parfaitement, puisque l'article 31 de cette même loi dit clairement que dans ce cas, le parti concerné doit être suspendu. Et pourquoi le Parti congolais du travail n'a jamais été suspendu? Nous venons donc à dire qu'il y a dans cette vision, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a injustice, il y a impartialité. Il y a le fait que tous les Congolais ne sont pas égaux devant la loi. Il y a le manque de neutralité et le côté partisan de l'administration. Non. C'est pour ça que moi, je suis tenté de dire, et j'assume la responsabilité, qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur est dans une position qui ne devrait pas lui permettre d'organiser ce genre de rencontre, parce qu'il a prouvé son niveau très élevé de partialité, et cela n'est pas de nature à préparer des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais de surcroît, là, il n'y a pas une disposition réglementaire ou une loi qui l'y autorise. Pourquoi diable refuse-t-on de faire organiser un dialogue, même s'il ne s'agissait que d'aborder le sujet sur la transparence ou l'organisation des élections libres, démocratique et transparente? Pourquoi refuserait-on que ce soit le Conseil national du dialogue qui organise et qui associe non pas seulement les acteurs politiques, mais y compris les acteurs de la société, de la diaspora, pour que nous regardions. Le Congo va mal.
Les Congolais souffrent. Et il n'y a pas de raison que lorsqu'il s'agit des élections, on se précipite pour organiser une concertation, mais lorsqu'il s'agit de la souffrance des Congolais, on reste indifférent. Lorsque les gens s'enrichissent et éperdument, on reste indifférent. Et ce n'est pas du tout une chose que nous souhaitons et que nous tenons. Donc voilà, chers téléspectateurs, ce que moi j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, en disant une chose simple. Les Congolais veulent de la paix. Ils ont compris l'importance de la paix pour leur vie, pour leur développement. Ils veulent de la tranquillité. Et pour ça, ils souhaitent qu'on aille, s'agissant de la gouvernance électorale, vers des élections libres, démocratiques et transparentes. Pour ce faire, il faut qu'elles soient bien préparées. Je rappelle d'ailleurs au ministre de l'Intérieur que lors de la concertation des votes, il avait été prescrit au gouvernement l'inscription dans un timing précis des opérations préélectorales et électorales pour éviter la précipitation et faire en sorte qu'on ait des élections libres, démocratiques et transparentes. S'agissant des débats sur l'opposition, je dis clairement et j'assume, j'interpelle les gouvernants pour qu'ils relisent les textes et qu'ils expliquent aux Congolais pourquoi ils ne veulent pas appliquer la loi 28/2017 sur le statut de l'opposition politique et pourquoi ils refusent de constater que l'UPADES, étant membre du gouvernement, ne doit plus se considérer à l'opposition et qu'ils prennent les dispositions pour nommer ou désigner ou constater. Ce n'est pas Mirassa qui sera là, mais c'est des Congolais. Il faut que ça soit fait conformément aux lois et règlements de la République. Chers compatriotes, chers téléspectateurs, je regrette que beaucoup des élections qui se sont déroulées dans ce pays se soient déroulées dans l'irrespect total des lois et règlements de la République et dans le déni de la démocratie. Il est temps, et c'est pour ça que lorsque nous parlons du retour à l'ordre constitutionnel, nous ne sommes pas souvent compris. Le retour à l'ordre constitutionnel pour que le Congolais lambda puisse comprendre. Le président de la République ne doit pas être président du Parti congolais du travail. Les acteurs politiques élus ou nommés à des hautes fonctions publiques doivent déclarer leur patrimoine lors de leur prise de fonction et à la cessation de celle-ci. On peut inventorier un certain nombre de cas de violation des lois et règlements de la République comme ça pour qu'on fasse tout. Maintenant, s'il s'agit du débat sur le coup d'État constitutionnel, j'ai mon avis, je suis ce qui se passe au plan mondial, je suis ce qui se passe au plan africain, mais je me fais une idée le changement de constitution qui s'est fait en 2015 au Congo est un coup d'État constitutionnel. On a maintenant le point de vue, on a suivi les débats au plan africain et peut-être même au plan mondial. Et il est temps que le Congo, lorsqu'on parle, on pense aux concertations ou au dialogue national inclusif, que l'on accorde un aspect tout à fait particulier à ce problème de retour à l'ordre constitutionnel. Il est bon de le recommander au Gabon, mais il est bon au cas également que nous regardons nous-mêmes pour que ce que nous recommandons aux autres, nous le faisons. Donc, chers compatriotes, c'est un peu sur ce thème que j'ai voulu échanger avec vous aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, nous serons le samedi 23 mars et je pense que nous aurons l'occasion d'avoir un bon thème. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain et j'ose espérer, comme d'habitude, que nous aurons un bon thème sur lequel nous pourrons nous pencher. Merci beaucoup et à bientôt.